Tu crois que les humains ont toujours dominé la planète? Eh bien, il y a 70 000 ans, nous avons failli être entièrement rayés de la carte. Les scientifiques estiment que seuls quelques milliers d'adultes en âge de se reproduire ont survécu. Chaque personne vivante aujourd'hui descend de ce minuscule groupe. Réfléchissez à ça. Pas une nation, pas une ville, moins de gens qu'il n'en tient dans le lycée d'une petite ville. C'était nous, l'avenir tout entier de l'humanité, marchant sous un immense ciel africain, sans doute affamés, sans doute apeurés, ignorant qu'ils portaient en eux chaque langue, chaque chanson, chaque ville qui existerait un jour, terriblement proche du néant. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé, l'une des histoires les plus étranges de la biologie, et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Il existe un phénomène que les scientifiques appellent le goulot d'étranglement génétique. Cela paraît technique, mais l'idée sous-jacente est en réalité assez simple. Imaginez une grande population d'un animal, beaucoup de diversité, des tailles différentes, des systèmes immunitaires différents, tout est différent. Puis quelque chose de terrible se produit. La plupart d'entre eux meurent. Seul un petit groupe survit à cet événement catastrophique, contre toute attente. Chaque génération future devra provenir de ce petit groupe. Le patrimoine génétique se rétrécit donc, de façon permanente. C'est comme verser un lac entier à travers une paille. Ce goulot d'étranglement génétique persiste pour toujours, inscrit dans chaque descendant. Même si la population remonte en flèche jusqu'à des milliards plus tard, l'ADN se souvient encore discrètement de cet étranglement ancestral. Voici un fait étrange que les scientifiques adorent. Prenez 2 chimpanzés d'une même forêt en Afrique, juste 2 chimpanzés au hasard. Ils présentent davantage de variations génétiques entre eux que 2 humains choisis aux extrémités opposées de la planète entière. Un homme en Islande, une femme en Argentine, plus semblables l'un à l'autre que 2 chimpanzés partageant leur petit déjeuner. Ce n'est pas normal. C'est l'empreinte d'un goulot d'étranglement. Quelque chose, dans notre passé, a réduit notre diversité à presque rien. Alors, qu'est-ce qui nous a rétrécis, et à quel point sommes-nous devenus petits en réalité? Voilà le détail qui va vous retourner le cerveau. Nous nous racontons une histoire où les humains ont toujours été les personnages principaux. Nous avons bâti les pyramides. Nous sommes allés sur la Lune. Évidemment, nous avons toujours été en tête, n'est-ce pas? Faux. Pendant la majeure partie de notre histoire, nous étions une espèce rare, fragile, dispersée, pas particulièrement impressionnante selon les critères du monde naturel. Il y avait probablement bien plus de babouins que d'humains anciens, bien plus d'antilopes. Nous n'étions pas le prédateur suprême. Nous étions installés quelque part au milieu de la chaîne alimentaire, espérant discrètement que les léopards ne faisaient pas attention. Les scientifiques l'ont découvert en analysant notre ADN, en mesurant la diversité génétique présente chez chaque être humain vivant aujourd'hui. Nous 8 milliards, et ils ont refait les calculs à l'envers. La réponse tombait toujours la même. À un moment donné de notre passé, nos ancêtres se sont retrouvés réduits à la taille d'un village à peu près. Les études montrent seulement 1000 à 10 000 adultes reproducteurs pendant une très longue période. Un village. C'était toute l'espèce. Pas un village par continent, pas un village par région. L'équivalent d'un village entier, en tout, qui allait devenir toutes les personnes que vous avez un jour rencontrées ou aperçues. Chacun sur chaque photographie, dans chaque livre d'histoire, tous descendent d'un groupe assez petit pour tenir dans quelques autobus. Alors, que s'est-il réellement passé, il y a des milliers d'années, qui a failli rayer nos ancêtres de la surface de la Terre? Pendant longtemps, les scientifiques ont eu un suspect favori, un volcan appelé Toba, sur l'île de Sumatra. Il est entré en éruption il y a environ 74 000 ans, l'une des plus grandes explosions depuis 2 millions d'années. Imagine que tu te trouves en Afrique à cette époque. Tu ignores que les volcans existent. Tu n'as jamais vu de carte. Un jour, le ciel prend des couleurs étranges. Des cendres se mettent à tomber. Pas pendant un jour, pas une semaine, pendant des années. La théorie, le Toba a projeté tant de cendres et de soufre dans l'atmosphère qu'il a déclenché un hiver volcanique à l'échelle mondiale.
Les températures ont chuté, les plantes ont péri, les animaux qui mangeaient des plantes sont morts, les animaux qui mangeaient ces animaux sont morts aussi. Et nos ancêtres, dispersés en petits groupes sur un continent hostile, virent leur nourriture disparaître en silence, sous la cendre qui tombait. La première hypothèse était simple. Le climat nous a écrasés. Toba a failli anéantir l'humanité, ne laissant que quelques milliers de chanceux. Pendant un temps, c'était l'explication de référence. Elle collait à la chronologie, elle collait au drame. Belle histoire. Une humanité au bord du gouffre, sauvée seulement par le courage et la géographie. Mais tous les scientifiques ne croient pas à la thèse du volcan, car en y regardant de plus près, les preuves deviennent troublantes. Certaines fouilles en Afrique et en Inde racontent une toute autre histoire. Des outils humains retrouvés avant Toba et des outils humains retrouvés après Toba, franchement, ils se ressemblent énormément. Si l'éruption avait vraiment été un étranglement provoquant une extinction, on s'attendrait à un vide plus grand, à une cicatrice archéologique bien plus marquée. Et plus les chercheurs creusaient, moins ils étaient certains du rôle du volcan dans notre quasi-extinction. Puis, en 2023, une nouvelle étude est parue qui a littéralement bouleversé toute la chronologie. Une équipe de scientifiques a appliqué un nouveau modèle statistique aux génomes humains modernes, à la recherche d'une signature bien précise. Une ombre mathématique laissée dans notre ADN par d'anciens effondrements de population. Et ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Le goulot d'étranglement qu'ils ont détecté ne remontait pas à 70 000 ans. Il remontait à environ 900 000 ans. Pas des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers. Il y a près d'1 million d'années, bien avant l'apparition des humains modernes. Et les survivants? Environ 1280 individus reproducteurs. Laissez ça résonner un instant. Environ la population d'une petite école primaire. C'était toute notre lignée ancestrale, pendant très longtemps. Car voilà le plus fou. Ce goulot d'étranglement n'a pas duré une décennie. Il n'a pas non plus duré un siècle. D'après l'étude, elle a duré environ 117 000 ans. Une durée follement, presque inimaginablement longue. Génération après génération après génération, nos ancêtres sont restés bloqués à ce chiffre minuscule, piégés, survivants, tenant à peine le coup. Cela est bien antérieur à Toba. Ça réécrit tout ce que l'on croyait savoir sur la façon dont notre quasi-extinction s'est réellement produite, dans les profondeurs du temps. La quasi-extinction de l'humanité ne fut pas un unique événement dramatique, avec un champignon atomique et une fin de film. C'était une pression lente et implacable qui a façonné ce que nous allions devenir au fil de milliers de siècles. Alors, si ce n'est pas le volcan qui a failli nous effacer, qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Quel a été le véritable tueur? La réponse honnête, c'est que plusieurs choses se produisaient probablement en même temps, pesant toutes simultanément sur nos ancêtres. La vie a continué d'être brutalement dure pendant très longtemps, aucun méchant en particulier, juste une pression implacable partout. Tout d'abord, le climat. Il y a 900 000 ans, la Terre oscillait violemment entre des ères glaciaires et des périodes plus chaudes. Le niveau des mers montait et descendait. Les forêts se transformaient en prairies, puis redevenaient forêts. Des chaînes alimentaires entières s'effondraient tout simplement. Si votre espèce dépendait de certaines plantes ou de certains animaux, et que ces choses disparaissaient, vous disparaissiez avec elles. Deuxièmement, nos ancêtres étaient ce que les scientifiques appellent parfois un super prédateur fragile. Cela semble contradictoire, mais c'est juste. Nous étions intelligents. Nous utilisions des outils. Nous pouvions chasser de grands animaux si nous coopérions ensemble en groupes soudés. Mais nous étions aussi lents, faibles et presque dépourvus de fourrure. Nous ne pouvions distancer aucune créature véritablement effrayante là-bas. Nous ne pouvions pas grimper plus vite qu'un léopard. Sans notre groupe et nos outils, nous étions en gros un en-cas avec des opinions. Troisièmement, la maladie. Lorsque les populations deviennent petites et le restent pendant des siècles, elles commencent à se reproduire entre elles, génération après génération. Et quand elles se reproduisent entre elles, leur système immunitaire s'affaiblit.
moins capable de combattre un nouvel agent pathogène dangereux. Un seul virus foudroyant, propagé au sein d'un groupe éparpillé de 200 personnes, pouvait effacer des branches familiales entières en une seule saison. Et quatrièmement, la possibilité la plus étrange. Certains scientifiques pensent que ce goulot d'étranglement n'aurait peut-être pas été une catastrophe. Il s'agissait peut-être d'un événement de spéciation. Autrement dit, une espèce humaine plus ancienne se transformait lentement en une espèce nouvelle. L'effondrement démographique pourrait en partie refléter cette transition. Une version de l'humanité qui s'efface, une autre qui émerge discrètement. Imaginez que vous êtes l'une des 1280 seules personnes encore en vie. Vous ignorez ce chiffre. Tu sais juste que ton monde est petit et silencieux. Tu connais les mêmes visages toute ta vie entière. Tu connais les mêmes 20 vallées, les mêmes rivières. Tu enterres tes morts là où ta grand-mère a été enterrée. Et quelque part, au plus profond de vos os, une lente réécriture s'opère, une que vous ne verrez jamais et ne comprendrez jamais vraiment. Et pourtant, ce petit groupe a tout changé. C'est ici que l'histoire cesse d'être triste et devient complètement folle. Quand vous réduisez une population à ce point pendant aussi longtemps, quelque chose d'étrange commence à se produire dans l'évolution. La sélection naturelle devient plus aiguisée, plus nette, brutale franchement. La moindre faiblesse est effacée à toute vitesse dans un groupe aussi restreint. Dans un groupe de 1000 personnes, un mauvais gène ne se cache pas dans la foule. Il finit simplement par disparaître. Les scientifiques pensent que ce goulot d'étranglement extrêmement long et étroit coïncide presque parfaitement avec un événement majeur de la biologie humaine. On l'appelle la fusion du chromosome 2. Tous les autres grands singes, chimpanzés, gorilles, orang-outans, possèdent 24 paires de chromosomes. Nous n'en avons que 23. Quelque part dans notre passé, 2 chromosomes ont fusionné en un seul. Cela a réécrit toute notre architecture génétique. Et cela s'est peut-être produit durant cette fenêtre fragile. À cette époque, notre cerveau connaissait lui aussi des transformations profondes. Les régions liées à la conscience de soi, au langage, à la planification, à l'imagination du futur, celles-là ont commencé à se développer. La coopération s'est améliorée, la communication s'est enrichie. Dans un groupe de 1000 pendant 100 000 ans, seuls certains survivent. Ceux qui savent parler, planifier et prendre soin les uns des autres, ce sont eux qui s'en sortent. Sous une pression intense, l'évolution avance vite. Ce qui a failli nous anéantir est peut-être ce qui nous a façonnés. Il s'avère que la quasi-extinction nous a peut-être façonnés tels que nous sommes. Ceux qui en sont sortis n'étaient plus les mêmes que ceux qui y étaient entrés. Mais voilà le truc. Nous sommes toujours aussi fragiles. Nous regardons autour de nous aujourd'hui et nous voyons 8 milliards d'êtres humains. Des villes qui brillent depuis l'espace, des avions qui relient les continents à chaque minute. Nous nous sentons invincibles, nous nous sentons achevés. Mais notre ADN raconte encore la vieille histoire. Aujourd'hui encore, la diversité génétique humaine est étonnamment faible. Vous vous souvenez de ce fait sur les chimpanzés ? 2 chimpanzés d'une même forêt présentent plus de différences que 2 humains venus des extrémités opposées de la Terre. Nous sommes 8 milliards, et nous ne sommes en réalité que des variations sur un thème très restreint. Cela veut dire que nous sommes vulnérables. Un virus qui déjoue un schéma immunitaire répandu pourrait frapper d'immenses populations exactement de la même manière. Un bouleversement climatique que notre métabolisme commun ne pourrait supporter nous frapperait tous d'un coup, partout, ensemble. Nous ne sommes pas répartis sur un large éventail de stratégies génétiques. Nous suivons tous le même manuel de jeu. Les risques modernes ne sont pas négligeables. Les pandémies, la hausse des températures, la résistance aux antibiotiques, des armes capables d'anéantir des civilisations en un après-midi. Nos ancêtres ont survécu aux volcans, aux âges glaciaires et aux prédateurs. Mais rien de tout cela, ils ne l'ont bâti eux-mêmes. Nous l'avons fait.
Nous avons inventé de nouvelles façons de nous freiner. La chance de nos ancêtres est notre héritage. Ils nous ont transmis une espèce qui n'a survécu que par hasard. Chaque génération vit sur ce temps emprunté. Un mauvais siècle pourrait résonner à nouveau. Pas forcément nous anéantir, mais nous réduire, nous transformer, nous imposer un nouvel étranglement. Et ce qui ressort de l'autre côté d'une pression n'est jamais tout à fait pareil à ce qui y est entré. Alors, à quel point sommes-nous proches d'un autre goulot d'étranglement? Personne ne le sait vraiment, c'est simplement la vérité. Les scientifiques peuvent modéliser les risques, mais l'avenir n'est pas un chromosome. Il est tout simplement impossible de le lire à l'avance. Ce que nous savons, c'est ceci. Chaque personne vivant aujourd'hui partage le même minuscule patrimoine génétique. Si vous remontez votre arbre généalogique suffisamment loin, au-delà des grands-parents, au-delà des villages médiévaux, au-delà des premières cités, au-delà des premiers agriculteurs, au-delà des peintures rupestres, au-delà des mammouths, vous finissez par vous heurter à un mur. De l'autre côté de ce mur se trouve un groupe si restreint qu'il ne remplirait même pas une salle de cinéma. Ce groupe, c'est la famille de tout le monde. Il n'y a pas de branche à part. Chaque être humain sur Terre est un cousin de tous les autres humains. Et le calcul derrière tout ça n'a rien de spirituel. Il est simplement génétique. Nous formons tous, au sens propre, une seule et même grande tribu, qui a traversé ensemble un long couloir obscur. Et quand on y réfléchit vraiment, tout ce qu'on tient pour acquis commence à peser un peu plus lourd. Ta langue existe parce que quelqu'un dans cette tribu a appris à parler, et ton système immunitaire parce que quelqu'un a survécu à la grippe. Votre capacité à planifier demain existe parce qu'un cerveau, il y a 900 000 ans, a commencé à se demander ce qui vient ensuite. Le courage de nos ancêtres est inscrit dans ton ADN. Chaque cellule de ton corps porte les traces de cette épreuve. Chaque fois que tu te réveilles fatigué et que tu décides de continuer malgré tout, tu accomplis quelque chose de profondément ancestral. Quelque chose que vos arrière-arrière-arrière-grand-mères ont survécu pour la première fois, il y a 1000 générations, dans un froid bien plus rude et avec bien moins de chance de leur côté. Il y a des milliers d'années, quelqu'un a choisi de continuer. Quelqu'un a entretenu le feu tout au long d'une nuit glaciale. Quelqu'un a porté un bébé à travers une rivière qu'il n'était pas sûr de pouvoir traverser. Quelqu'un a partagé sa dernière nourriture. Quelqu'un s'est souvenu d'une histoire pour que ses enfants sachent quelle plante ne pas manger. Voilà la chaîne. C'est ce qui nous a menés ici. Pas seulement la chance. Une très longue suite de petites décisions prises par des gens ordinaires. Des gens ordinaires qui n'auraient jamais imaginé que leur nom résonnerait si loin. Une dernière étrange question avant que tu partes. Et si le prochain point de rupture avait déjà commencé, sans que nous puissions encore le voir? Une pression sourde, dissimulée. Quelque chose que nous ne remarquons pas, en train de réduire silencieusement le patrimoine génétique en ce moment même. Pas un volcan, pas une explosion, juste une lente dérive. Dans 90 000 ans, un scientifique du futur lira un génome et dira « Tiens, bizarre, les humains se sont encore fait rétrécir aux alentours du 21e siècle. Que se passait-il donc à cette époque ?» se demanderont-ils. Nous ne le saurons probablement pas avant longtemps, bien après notre disparition. Si celle-ci vous a plu, abonnez-vous pour en voir d'autres. Je fais des vidéos sur d'étranges questions concernant les origines de l'humanité, celles qui se trouvent entre ce que la science sait et ce qui s'est réellement passé. La prochaine fois, nous plongerons dans un autre mystère de survie antique. Comment nos ancêtres ont-ils survécu à une ère glaciaire? Ni vêtements chauds, ni cartes, aucun des outils dont vous auriez besoin pour survivre dans un monde gelé. Restez avec moi, parce que la prochaine question que je veux vous poser